Walt Disney disait que la meilleure façon de commencer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir. Là, en vrai, je vais quand même parler quelques minutes. Parce que la phrase est intéressante, mais il se passe quoi si j'arrête de parler de mon job qui ne me convient pas vraiment et que je commence à agir? Si j'arrête de parler de mon logement qui ne me va pas et que je commence à agir? Si j'arrête de parler de la circulation en centre-ville qui m'exaspère et que je commence à agir? Si j'arrête de parler de faire du sport, si j'arrête de parler de me mettre au bénévolat, si j'arrête de parler de passer plus de temps avec ma famille, si j'arrête de parler. Walt Disney, il a oublié une chose. Il a oublié de laisser le mode d'emploi. Je suis Eddy Garnati, je suis designer dans le numérique. Mon travail il consiste à identifier, comprendre et m'imprégner de situations problématiques pour y apporter une solution par le numérique. Les situations, elles peuvent venir de collectivités, d'entreprises, parfois de simples observations de la société. Ça peut être pour le grand public, ça peut être pour un groupe de personnes définies. Et les solutions, elles doivent être d'abord efficaces pour l'utilisateur. Parce que pour beaucoup, le design, c'est faire quelque chose de beau et quelque chose de séduisant, alors que c'est bien plus que ça. Si je devais rapprocher le terme design d'un terme français, on serait très proche du dessin, avec un E, qui porte en lui toutes les notions de projet, de plan d'action, de but à atteindre. Finalement, le produit du designer, c'est que le résultat d'un chemin long et sinueux dans lequel il faut trouver une voie exploitable, une voie qui soit efficace, une voie qui soit innovante et pourquoi pas séduisante. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est d'avoir des contraintes. Plus on a de contraintes, plus le chemin le plus efficace se dessine naturellement. La contrainte, elle aide à devenir créatif, elle aide à imaginer des alternatives. Il n'y a rien de pire pour un designer comme moi que quelqu'un qui vient et qui me dit « Eddy, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux ». Et cette façon d'appréhender les problèmes, d'en avoir presque besoin pour avancer, fait maintenant partie de moi et de mon fonctionnement. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années suite à une question de mon fils. Il avait 8 ans, moi je travaillais de la maison, Covid oblige. Je faisais des schémas d'organisation de chaînes logistiques. Donc il vient me voir et il me demande ce que je fais. Il commençait à comprendre mon travail, donc je lui explique que j'essaye de comprendre les problèmes que rencontrent les personnes dans l'entrepôt de mon client. Donc là, il s'arrête, il regarde mes schémas, mes dessins, et puis il me dit « Mais papa, si c'est les problèmes que tu cherches, pourquoi tu fais pas ça dans mon école? Il y en a beaucoup plus. » Eh bien, j'ai pas su répondre. Et l'idée fait son chemin, doucement. Elle me fait prendre conscience que toutes les méthodes que j'applique dans mon travail peuvent tout à fait servir les problématiques qui m'entourent. En design, la première chose qu'il faut avoir en tête, quand on s'attaque à un sujet, c'est qu'on ne sait pas. Même si on croit savoir, on ne sait pas, on doit découvrir. Et c'est très dur dans le monde dans lequel on vit d'accepter de dire « je ne sais pas », de ne pas avoir de solution immédiate. Pour en revenir à la question de mon fils, la première étape a donc été de chercher à savoir. Donc je me suis beaucoup documenté sur l'école, l'éducation, le fonctionnement du cerveau des enfants. J'ai lu beaucoup de témoignages du monde entier sur les mécaniques d'apprentissage, la gestion des conflits, les enjeux politiques et sociaux, beaucoup de choses sur l'école, la cantine, l'associatif, bref, plein de choses qui m'ont d'abord permis d'identifier à qui je voulais m'adresser. C'était les enfants avant l'entrée au collège et toutes les barrières sociales qui s'y construisent. C'est aussi l'occasion pour moi d'observer le fonctionnement créatif des enfants de cet âge-là et en même temps de leur faire toucher du doigt tout ce que mon métier m'a appris bien trop tard. Je suis persuadé que beaucoup de problèmes de nos sociétés n'existeraient tout simplement pas si on donnait les bonnes armes assez tôt. Donc pour tenter d'aller dans cette direction, j'ai imaginé une sorte de sprint design pour enfants. Un sprint, c'est un format d'atelier assez court qui permet très vite de construire un projet. Pour faire ça, j'avais besoin de 6 à 8 enfants sur 4 séances. Et donc à ce moment-là, m'intégrer dans l'éducation, dans le programme scolaire, ça me paraissait compliqué parce que je n'avais pas d'expérience sur le sujet du tout. Donc j'ai regardé à côté. Et là, le fonctionnement du périscolaire m'a paru comme une évidence. Il y avait déjà ce fonctionnement par atelier, des enfants qui s'y inscrivaient régulièrement, et un cadre réglementaire beaucoup plus adapté à ce que je voulais faire.
J'ai donc construit une présentation de mes intentions. Je suis allé voir la direction du périscolaire. Et leur première réaction, c'est bien, c'est très bien. Et combien ça coûte? Rien du tout. Le budget, ça a vite été une contrainte qu'il fallait contourner. Quand il y a de l'argent, il y a des enjeux, de la validation, une temporalité qui s'étire, des objectifs. Ça se fera sans argent ou ça ne se fera pas du tout. Quand on est confronté à un problème comme ça, qui peut nous être imposé ou alors qu'on choisit, comme ici, si on veut que les contraintes puissent devenir des solutions, on ne peut pas rester tout seul dans son coin. Gandhi disait même « Tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous risquez de le faire contre moi. » Donc la première étape a été de prendre rendez-vous avec les équipes d'animateurs du périscolaire pour leur expliquer ce qui allait être fait, pour que le projet soit compris et qu'il prenne du sens. J'ai ensuite pris rendez-vous avec la direction de l'école pour les autorisations et j'ai envoyé un mail à la mairie pour leur expliquer ce qu'on allait faire. J'ai même envoyé un petit message au ministre de l'Éducation au cas où il voulait suivre l'expérience. Tous les verrous sont maintenant levés, l'atelier peut commencer. Jour 1, la première chose que j'ai voulu faire expérimenter aux enfants, c'est l'intelligence collective. Donc leur premier exercice, c'est chercher à savoir collectivement à quel problème on allait s'attaquer dans l'école. Et pour installer ce fonctionnement collectif, moi j'ai d'abord besoin de voir comment il fonctionne en individuel. Donc je leur demande de m'écrire une idée de problème sur un bout de papier sur lequel ils ont envie de travailler. Et là, la politique du coude. Je prends un papier, un stylo, et il faut par tous les moyens à ma disposition que mon voisin ne sache pas ce que je fais. Pourquoi? Au cas où ça lui donne aussi une bonne idée. Donc pour éviter ça, je récupère les papiers, je les mélange, je les redistribue, et chacun présente l'idée de quelqu'un d'autre. Pas facile. Mais les enfants s'en amusent, jouent le jeu, et commencent à présenter les idées. Des premières choses émergent. Des nouveaux filets au panier de basket. Des murs géants pour pas que les ballons aillent dans la rue. Des premières pistes qui sont finalement le reflet du monde confortable dans lequel on vit. Un monde où on peut très vite être happé par nos envies et en oublier nos besoins. Je leur explique donc la différence entre une envie et un besoin. Une différence qui peut vous paraître subtile, mais qui est tellement essentielle. Et là commencent à arriver les vrais sujets. Le bruit à la cantine qui fatigue et qui empêche de passer un bon moment. La concentration en classe qui est perturbée par certains et qui empêche de bien travailler. Et finalement, ce qui sera retenu, la solitude et le harcèlement. Là, à côté de moi, je sens l'équipe d'animateurs dubitatifs. Le sujet, il est beaucoup trop compliqué pour des enfants. Et puis on s'en occupe déjà, on participe déjà à un concours contre 4 autres écoles. On espère avoir 2 000 € pour régler le problème. 2 000 € contre le harcèlement de tous nos enfants. L'équivalent de 2-3 téléphones. Pour former tout le monde. Bon, je vous le dis, c'est une somme qu'ils n'ont pas eue finalement en plus. C'est un vrai sujet, c'est le problème des enfants, on va traiter de ce problème. Jour 2, on se documente, un peu comme j'ai pu faire pour imaginer cet atelier. Donc on lit des témoignages, et sans jugement ni retenue, les enfants racontent. Aux adultes d'abord, aux animateurs et à moi, et ensuite entre eux. Entre harcelés et harceleurs, ils parlent des recoins où ils se font taper dessus, que les animateurs ne soupçonnent pas. Ils parlent des jeux qui sont interdits à certains. Ils parlent de la peur de parler. Ils parlent des stratégies pour taper plus fort. Ou au contraire, pour se mettre à l'abri de la violence. Et là, silence du côté des animateurs. C'est impossible. On est là. Pas partout et pas tout le temps, répondent les enfants. Jour 3. On ne se laisse pas abattre. Alors comment on fait? C'est quoi la solution? Comment on se met en action? C'est là qu'intervient l'intelligence du faire.
Aujourd'hui, on intellectualise beaucoup trop les problèmes, alors qu'il suffit d'un papier, un crayon, on schématise, on dessine, on met de la couleur, et le problème, il est posé. Il est sorti de notre tête, il est sous nos yeux, et comme le dit la loi de Kydlin, 50% du chemin vers sa résolution est déjà fait. Donc le cerveau le voit, et il commence déjà à imaginer des choses. Donc on dessine, on chiffonne, on jette, on recommence, on affine, on précise, on rejette, on recommence. À un moment, on est trop contraint, il nous faut du volume, il nous faut une maquette pour raconter des histoires et imaginer ce qu'on pourrait faire. Là, j'ai découvert toute la bonne volonté des personnes qui s'occupent de nos enfants. Une animatrice du périscolaire allait même le matin jusqu'à chercher des cartons et les plaques de plastique qui séparent les packs d'eau du supermarché d'à côté, juste pour que les enfants aient de la matière pour bricoler le soir. Donc on utilise cette matière, et les enfants courent chercher leur compas pour dessiner des beaux cercles et les découper. Vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas couru avec envie et passion chercher un compas ou une équerre, parce que vous en aviez besoin pour mettre en forme une idée qui vous fait plaisir? Est-ce que vous avez même des crayons de couleur chez vous? Qui ne soient pas ceux de vos enfants, attention. Donc on utilise toute cette matière, les enfants construisent une maquette et commencent à raconter des histoires. Des premières scènes avec des figurines commencent à donner des idées sur se signaler voulant jouer à un jeu collectif ou se mettre à l'abri de la violence. Beaucoup de formes sont imaginées, mais finalement ce qui sera retenu, ce sera un banc. Et les enfants me le décrivent comme un banc multicolore où chaque couleur sera un enfant et tout ensemble ce sera beau. J'avais rien à ajouter. Jour 4. Les règles du banc se précisent. Si un enfant s'assoit dessus, c'est qu'il se sent seul, mais il n'ose pas demander. Donc charge à ceux qui sont en train de faire un jeu collectif de venir le chercher. Ils n'ont pas le choix, c'est la règle. Mais dans la cour de récré, tout n'est pas rose. Donc un nuage est dessiné à l'extrémité du banc, et si un enfant s'assoit sur ce nuage, c'est qu'il vient de se faire embêter d'une façon ou d'une autre, mais qu'il ne veut pas en parler. Donc il s'assoit ici et charge aux adultes de le surveiller pendant le reste de la récréation. Il se lève et le signal est lancé au harceleur « Je suis plus seul, on me surveille, il ne peut plus rien m'arriver ». Les dessins se précisent, les formes s'affinent et les enfants ont une première solution à leurs problèmes. S'arrêter là, ce serait dommage, non? Les enfants ont imaginé quelque chose, construisons-le. Le design ne se limite pas à avoir une idée, mais bien à lui donner forme. Donc les premiers mails que j'ai envoyés à la mairie me permettent de reprendre contact avec eux et de présenter ce que les enfants ont produit. Ça plaît beaucoup, et donc j'ai l'occasion d'organiser avec les services municipaux l'arrivée d'un banc dans la cour de récré. Il ne manque plus que la couleur. J'appelle donc un studio d'illustrateurs qui adhère au projet et qui propose de passer bénévolement le peindre avec les enfants. C'est l'occasion, sur un temps du midi, de présenter à tout le monde cet outil. Donc une présentation est faite à tous dans la cour pour expliquer les règles, et le banc est finalement installé. Je sens les enfants à côté de moi tellement fiers d'eux qu'ils aient été harcelés, harceleurs, ou pour beaucoup loin de la violence. Ils prennent la parole et c'est plus du tout pour faire de l'ombre aux autres ou pour se mettre en avant. Ils ont construit quelque chose de malin, quelque chose d'efficace, quelque chose de poétique, et ils ont compris comment ils ont fait. Du côté des animateurs, il n'y a qu'une hâte, proposer une nouvelle semaine pour un nouvel atelier. Plusieurs années après, le banc il est encore là. Évidemment, il n'a pas résolu tous les problèmes, mais il y a maintenant une solution. Après l'installation du banc, la mairie m'a recontacté pour pouvoir refaire cet atelier. Donc j'ai pu reproduire l'exercice avec d'autres élèves, sur une autre thématique et avec un autre projet produit. J'ai ensuite fourni la méthode aux équipes d'animateurs, si jamais ils avaient envie de le refaire en autonomie de leur côté. Puis j'ai regardé ailleurs et utilisé d'autres contraintes. L'année suivante, je me suis intéressé à l'impact des écrans dans la construction des plus jeunes. Puis j'ai utilisé un événement, la France Design Week, pour travailler avec les Restos du Cœur sur leurs contraintes. Quand on est lancé, on ne s'arrête plus. Les problèmes autour de vous, dans vos vies ou dans celles des autres, les complications que vous rencontrez, les contraintes qui semblent vous barrer la route, tout ça, ça peut devenir un moteur très puissant. Si vous les regardez autrement, si vous les regardez pour ce qu'ils sont vraiment, des guides, de simples guides pour avancer dans la bonne direction.
Finalement, le plus dur, c'est juste de démarrer, de se lancer, d'accepter de dire « je ne sais pas », d'oser demander quelque chose à quelqu'un, d'oser prendre un crayon et dessiner. Mais si vous le faites, croyez-moi, vous serez entouré d'opportunités et de solutions. Donc, comme le disait Walt Disney, je vais maintenant m'arrêter de parler et vous laisser commencer à agir.